J'ai été emmené inconscient à l'hôpital. Les médecins ont appelé ma fille cadette, mais elle a dit « Je suis occupée ». Si cette histoire touche votre cœur, laissez un like et partagez dans les commentaires ce que vous ressentez en lisant cette histoire d'abandon et de rédemption. Vos mots pourraient aider quelqu'un qui vit une situation similaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires qui changent la vie. Je m'appelle Pierre Dubois, j'ai 72 ans, et voici l'histoire la plus douloureuse de ma vie. Une histoire qui commence par un évanouissement et se termine par un réveil. Je ne parle pas du réveil du coma, mais du réveil de ma dignité. Je vis à Lyon depuis 50 ans, dans un appartement de 3 pièces dans le quartier de la Croix-Rousse que j'ai acheté en travaillant comme mécanicien chez Renault pendant 50 ans. Le même appartement où j'ai élevé mes 3 filles après que ma femme Sylvie soit morte d'un cancer il y a 15 ans. Les murs de ma maison racontent une histoire de sacrifice, chaque brique, chaque carreau, chaque meuble a été payé avec la sueur de mon front et l'amour pour ma famille. L'appartement se trouve au 3e étage d'un immeuble haussmannien du 19e siècle, avec de hauts plafonds, des moulures aux murs et de grandes fenêtres qui donnent sur les platanes centenaires de la rue de la République. En été, quand les arbres sont en pleine floraison, la lumière verte filtre à travers les rideaux blancs et baigne le salon d'une atmosphère paisible, presque magique. Du petit balcon, on peut voir les collines de Fourvière par temps clair, et le soir, quand le soleil se couche derrière les toits de tuiles rouges de Lyon, tout se teinte d'une lumière dorée qui me rappelle pourquoi j'ai choisi de vivre ici il y a tant d'années. Claudine, l'aînée, 42 ans aujourd'hui, vit à Paris avec sa famille. Elle est devenue avocate, comme elle en rêvait depuis qu'elle était enfant et regardait les séries judiciaires américaines à la télévision en rejouant des procès avec ses poupées. Je me souviens encore comment j'ai travaillé en double équipe à l'usine Renault pour financer ses études de droit à la prestigieuse université de la Sorbonne, rentrant à la maison avec les mains tachées d'huile, des douleurs chroniques au dos et l'odeur persistante d'huile moteur dans mes vêtements, et elle m'embrassait avec reconnaissance en disant « Merci papa, je deviendrai quelqu'un d'important et je te rendrai tout. » Et c'est ce qu'elle est devenue, mais elle a complètement oublié qui l'a aidée à y arriver. Maintenant elle conduit une Mercedes classe argentée, vit dans un appartement de standing dans le 16e arrondissement avec vue sur le Trocadéro et envoie ses jumeaux dans une école internationale privée qui coûte plus que ma retraite annuelle. Françoise, la seconde, 40 ans, est partie à Londres il y a 15 ans pour poursuivre son grand rêve de travailler dans le monde glamour de la finance. Elle travaille dans une banque d'investissement prestigieuse de la City et gagne plus en un mois que je n'ai jamais gagné en une année entière. Pour elle aussi, j'ai fait d'énormes sacrifices douloureux, j'ai vendu ma bien-aimée Renault 5, que j'avais achetée d'occasion en 1975 et restaurée de mes propres mains et qui était toute ma fierté, pour financer son master à la London School of Economics. Papa, m'avait-elle dit avant de partir, avec ses valises déjà bouclées et des yeux qui brillaient d'excitation et de grands rêves, quand je serai riche, je te rendrai tout. Je t'emmènerai à Londres, je te montrerai Buckingham Palace, nous mangerons dans les meilleurs restaurants du monde. 15 longues années ont passé, et j'attends toujours cette invitation avec espoir. Maintenant elle vit dans un appartement luxueux à Canary Wharf avec vue spectaculaire sur la Tamise et poste quotidiennement des photos de dîners décadents dans des restaurants étoilés Michelin sur les réseaux sociaux, mais n'a jamais le temps pour un simple appel à son père solitaire. Et puis il y a Camille, ma petite, 32 ans, qui vit ici à Lyon, à seulement 20 minutes de chez moi, dans le quartier chic de la Presqu'île. Camille a toujours été quelque chose de très spécial pour moi. Peut-être parce qu'elle est la plus jeune, peut-être parce qu'elle ressemble de façon saisissante à sa mère décédée, avec ses yeux verts brillants qui scintillaient comme des émeraudes précieuses quand elle riait, et ce sourire radieux qui illuminait autrefois ma journée comme le soleil chaud après un orage sombre. Elle a les mêmes traits délicats et féminins que Sylvie, la même façon gracieuse d'incliner légèrement la tête quand elle réfléchit, la même habitude nerveuse de ramener une mèche de cheveux dorés derrière son oreille quand elle est incertaine ou embarrassée. Après la mort tragique de Sylvie, c'est elle qui m'était émotionnellement la plus proche. Du moins, c'est ce que je pensais naïvement. Notre maison dans la Croix-Rousse est pleine de souvenirs précieux qui errent comme des fantômes bienveillants dans les pièces familières. Dans le salon confortable se trouve encore le fauteuil de velours rouge que Sylvie et moi avions acheté dans notre 2e année de mariage heureux, quand Claudine n'était encore qu'un adorable bébé. C'est là que Sylvie s'asseyait chaque soir patiemment et brodait avec amour des nappes et du linge de maison pour le futur trousseau des filles,
pendant que je lisais tranquillement Le Progrès et que les filles faisaient consciencieusement leurs devoirs à la grande table de la cuisine. Ce fauteuil a une marque caractéristique dans l'accoudoir droit, où Sylvie appuyait toujours son coude délicat, et une petite tache de café tenace sur le côté gauche que je n'ai jamais réussi à enlever malgré tous mes efforts, un souvenir permanent d'un matin agité il y a 20 ans, quand Camille, alors une fillette vive de 12 ans, avait renversé sa tasse parce qu'elle courait paniquer pour ne pas rater le bus scolaire. Dans la cuisine lumineuse se trouve encore la vieille mais fiable machine à expresso à levier, un précieux cadeau de mariage des parents aimants de Sylvie, que nous utilisions religieusement chaque matin. Sylvie la remplissait toujours avec le même soin aimant, presque cérémoniel, comme si la préparation du café était un rituel sacré qui ne tolérait aucune hâte ou distraction. Elle moulait toujours les grains aromatiques fraîchement, veillait méticuleusement à la température parfaite de l'eau et au temps d'extraction exact. À côté de la cuisinière se trouve la vieille boîte en fer blanc cabossée dans laquelle elle conservait le sucre, avec « Café grand-mère » en lettres rouges délavées dessus. Chaque fois que je prépare du café aujourd'hui, je sens encore son parfum doux et familier dans l'air, mélangé au riche arôme enivrant du café fraîchement moulu, bien que 15 années douloureuses se soient écoulées depuis sa mort tragique. Sur la commode antique de la chambre, qui appartenait à la grand-mère bien-aimée de Sylvie, sont posées les photos encadrées de tous les moments importants de notre vie familiale commune, les baptêmes solennels des filles dans la vénérable basilique Notre-Dame de Fourvière, les touchantes premières communions avec des robes d'un blanc éclatant et des sourires innocents et édentés, les confirmations sérieuses avec de nouveaux costumes et des visages fiers, les remises de diplômes émouvantes. Avec des couronnes de laurier traditionnelles et des larmes de joie, les mariages féeriques de Claudine et Françoise, où je les ai menés à l'autel avec le cœur gonflé de fierté et les yeux humides de larmes. Toute une vie riche et pleine capturée dans des cadres d'argent et d'or, qui ne regardent plus que moi solitairement maintenant, témoin silencieux de ce que nous étions autrefois, quand nous étions encore une vraie famille aimante. Après la mort tragique de Sylvie, la maison autrefois vivante est devenue oppressamment silencieuse. Le rire joyeux et insouciant des filles n'était plus qu'un souvenir lointain et douloureux, remplacé par le tic-tac mélancolique et monotone de la vieille horloge à pendule que Sylvie avait héritée de sa grand-mère lyonnaise et qui mesurait maintenant les heures vides et interminables de sa mélodie solitaire et hypnotique. L'horloge se dresse dans le coin silencieux du salon, près de la grande fenêtre, et son pendule en laiton oscille infatigablement d'avant en arrière, comme s'il comptait impitoyablement le temps qui me reste sur cette terre. Mais je n'ai jamais voulu déménager. Chaque coin familier de cette maison parlait encore d'elle, de nous, de ce que nous avions été quand nous étions encore une famille qui se souciait vraiment les uns des autres. Mes filles me rendaient encore visite régulièrement au début. Claudine descendait consciencieusement une fois par mois de Paris, toujours dans une hâte nerveuse, toujours avec le dernier iPhone dans sa main manucurée à cause d'affaires urgentes qui prétendument ne pouvaient pas attendre, pas même le temps d'un dîner tranquille et détendu avec son père vieillissant. Elle venait avec sa Mercedes brillante et impeccable, se garait arrogamment en double file devant la maison parce que c'était juste une visite rapide, et repartait après une heure précipitée avec l'excuse éculée qu'elle devait retourner pour une réunion importante ou un dîner d'affaires. Pendant ces visites superficielles et courtes, elle parlait principalement de ses succès brillants au barreau, de ses nouveaux clients influents, de sa promotion prestigieuse au rang d'associé dans le cabinet renommé, mais ne demandait jamais avec un véritable intérêt comment j'allais vraiment ou si j'avais besoin de quelque chose. Françoise venait par devoir à Noël et à Pâques du lointain Londres et apportait des cadeaux coûteux et impersonnels que je ne savais pas utiliser, le dernier iPad avec d'innombrables fonctions, un iPhone avec plus de possibilités techniques que je n'en aurais jamais besoin, des gadgets électroniques qui étaient pour moi plus compliqués et incompréhensibles que la réparation de moteurs Renault la plus compliquée, et racontait des histoires distantes d'une vie qui me semblait venir d'un monde complètement différent et inaccessible. Elle parlait avec enthousiasme de collègues aux noms aristocratiques comme Réginald et Pénélope, de voyages d'affaires glamour à New York et Hong Kong, de bonus astronomiques qui valaient plus que ma modeste maison, d'options sur actions complexes et de stratégies d'investissement que je ne comprendrais jamais. Mais quand je lui demandais prudemment si elle était vraiment heureuse, si elle avait quelqu'un dans sa vie qui l'aimait sincèrement, elle changeait toujours rapidement et évasivement de sujet. Camille venait plus souvent au début, mais ses visites aussi sont devenues de plus en plus rares et superficielles ces dernières années. Autrefois, elle venait religieusement chaque dimanche pour le repas familial traditionnel, puis toutes les 2 semaines,
puis une fois par mois, puis seulement sporadiquement quand elle avait besoin de quelque chose de concret, de l'argent pour un acompte, une aide pratique pour la déclaration d'impôts compliquée, ou simplement quelqu'un qui écouterait patiemment ses problèmes sans fin sans attendre de solutions raisonnables. La dernière fois qu'elle m'avait rendu visite sans raison particulière et intéressée, c'était pour mon 70e anniversaire solitaire il y a 2 ans, et même alors elle était rapidement repartie après le café et le gâteau obligatoire. « Papa, tu as 72 ans, m'avait dit Camille lors de sa dernière visite mémorable, 3 mois avant mon infarctus fatidique. Elle était assise raidement sur le canapé, vêtue d'un tailleur pantalon coûteux couleur crème de Chanel et de chaussures en cuir italien à talons auxquels n'enlevait même pas à la maison de façon démonstrative, comme si elle était mentalement prête à fuir à tout moment vers un rendez-vous d'affaires important. Tu devrais sérieusement penser à déménager dans une maison de retraite appropriée. Je ne peux pas constamment m'inquiéter pour toi et me faire du souci. J'ai ma propre vie, ma carrière exigeante, mon propre avenir à façonner. Je ne t'ai jamais demandé de t'inquiéter pour moi, avais-je répondu blessé, sentant une douleur aiguë et perçante dans le cœur. Je me débrouille tout seul. C'est ce que j'ai fait avec succès toute ma vie. Mais que se passe-t-il si quelque chose de grave t'arrive? Si tu tombes dans l'escalier raide? Si tu fais un infarctus et que personne ne s'en aperçoit à temps? Ici tu es complètement isolé, papa. Les voisins sont tous aussi âgés et fragiles que toi, et les jeunes de la ville ne se soucient pas des vieux étrangers. Alors tu m'aideras, n'est-ce pas? Tu es ma fille. C'est ce que font les filles aimantes pour leur père. Elle sourit, mais c'était un sourire forcé et artificiel, comme celui qu'on fait mécaniquement pour les photos quand on est fatigué et qu'on préférerait être ailleurs. Bien sûr, papa. Toujours. Ces mots lourds de sens résonnèrent de façon torturante dans ma tête pendant des semaines. Toujours. Comment peut-on dire si légèrement, toujours, et ensuite briser froidement la promesse sacrée au moment le plus important? Comment peut-on regarder directement dans les yeux son propre père aimant et mentir si facilement, si naturellement? Comment un seul mot peut-il signifier tant et en même temps valoir si effroyablement peu? Le matin fatidique du 15 mars a commencé comme tous les autres ces 15 dernières années solitaires. Je me suis levé ponctuellement à 6 heures, comme je l'avais fait avec discipline pendant 50 ans, bien que je n'ai plus besoin d'aller au travail. Les habitudes profondément enracinées de toute une vie ne se perdent pas si facilement, elles sont comme des sillons gravés dans la pierre dure, formés par le temps et d'innombrables répétitions. J'ai soigneusement préparé du café dans la vieille machine à expresso familière que Sylvie utilisait avec amour chaque matin, et j'ai suivi le même rituel aimant que toujours, moudre fraîchement les grains aromatiques, amener l'eau à la température exacte, remplir soigneusement le porte-filtre, attendre patiemment le temps d'extraction parfait. Je sentais encore son parfum doux et familier dans l'air, mélangé aux riches arômes enivrants du café fraîchement moulu, bien que 15 années douloureuses se soient écoulées depuis sa mort tragique. Je me suis assis à la massive table de cuisine, la robuste table en chêne que j'avais construite de mes propres mains quand Claudine était petite et que nous avions besoin d'une table assez grande pour toute la famille grandissante. Mes mains, encore étonnamment fortes malgré l'âge avancé et les années de travail physique dur, caressaient affectueusement à l'hôpital Édouard Herriot. Vous avez fait un infarctus du myocarde très grave. C'était extrêmement sérieux, mais maintenant vous êtes hors de danger. Vos voisins attentifs vous ont trouvé et ont immédiatement appelé l'ambulance. Vous avez eu vraiment une chance extraordinaire. Chance. Le mot résonnait amèrement dans ma tête comme une cruelle moquerie. J'ai regardé lentement autour de la chambre, mes yeux s'habituant progressivement à la lumière crue et stérile de l'hôpital. C'était une chambre individuelle avec des murs blancs et stériles et une grande fenêtre qui donnait sur la cour intérieure soigneusement entretenue de l'hôpital, où quelques lauriers roses et des forsythias jaunes fleurissaient avec espoir sous le soleil chaud de mars. Il y avait 2 chaises en plastique bleu près du lit, toutes 2 vides et couvertes d'une fine couche de poussière, comme si personne ne les avait jamais utilisées. Pas de fleurs colorées, pas de carte de prompt rétablissement affectueuse, aucun signe que quelqu'un m'avait rendu visite ou même demandé avec intérêt comment j'allais. Sur la table de chevet blanche se trouvait seulement un verre d'eau avec une paille coudée et une boîte de mouchoirs en papier. Ma famille. Commençai-je à dire, la voix encore faible et tremblante. L'infirmière, qui s'appelait Marie comme je l'ai lu sur le badge fixé à son uniforme blanc,
hésita un moment significatif. Dans ses yeux bleus chaleureux, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang dans les veines, une pitié profonde mélangée d'embarras et de tristesse que je ne voulais pas voir, ne voulais pas comprendre. Monsieur Dubois, quand vous avez été amené ici, vous n'aviez aucun document sur vous. Les voisins inquiets nous ont donné votre nom, et nous avons trouvé le numéro de votre fille dans votre téléphone. Nous l'avons appelée immédiatement, avant même que vous ne vous réveilliez de l'anesthésie. Camille? Où est-elle? Va-t-elle bien? Lui est-il arrivé quelque chose de grave aussi? Marie s'assit lentement sur la chaise près du lit, un geste qui me parut lourd de sens et menaçant, comme quand les médecins s'assoient pour annoncer de mauvaises nouvelles qui changent la vie aux familles. Monsieur Dubois, votre fille, quand nous l'avons appelée pour lui dire que vous étiez à l'hôpital, que vous aviez fait un infarctus potentiellement mortel et que vous étiez en soins intensifs. Oui? Qu'a-t-elle dit? Quand arrive-t-elle? Est-elle en route? Elle a dit qu'elle était occupée. Les mots m'ont frappé comme un deuxième infarctus encore plus dévastateur, plus douloureux et destructeur que le premier. Occupée. Nous lui avons expliqué en détail la gravité de la situation. Nous lui avons dit avec des mots clairs et sans équivoque que nous ne savions pas si vous vous réveilliez jamais, qu'elle devait venir immédiatement parce que votre état était critique et complètement imprévisible. Nous l'avons supplié instamment de tout laisser tomber et de venir immédiatement. Et qu'a-t-elle répondu? Elle a répondu textuellement, et je n'oublierai jamais ces mots sans cœur, je suis occupé avec une présentation importante. Appelez-moi seulement s'il meurt. Le silence qui suivit était plus assourdissant et oppressant que toutes les machines qui m'entouraient. J'ai senti quelque chose de fondamental se briser en moi, quelque chose qui n'avait rien à voir avec le cœur physique. C'était comme si une partie essentielle de mon âme s'était détachée et était tombée dans un abîme noir et sans fond, laissant un vide béant et douloureux dont je savais instinctivement qu'il ne se comblerait jamais. Il doit y avoir une erreur, murmurai-je désespérément, des larmes chaudes commençant à couler sur mes joues comme des ruisseaux de douleur. Camille ne dirait jamais une chose pareille. C'est ma petite fille, ma cadette. Peut-être qu'elle n'a pas compris la gravité de la situation, peut-être que l'infirmière ne s'est pas bien expliquée. Marie secoua doucement et avec compassion la tête, comme on le fait avec un enfant qui ne veut pas accepter une vérité douloureuse. Monsieur Dubois, je l'ai appelé personnellement. J'ai tout expliqué très clairement, avec des mots simples et compréhensibles. Je lui ai dit que son père avait fait un infarctus grave, qu'il était en soins intensifs, que sa vie était en danger aigu. J'ai répété 3 fois qu'elle devait venir immédiatement. Votre fille a compris chaque mot parfaitement. Mais je suis son père. Je l'ai élevée, je l'ai aimée par-dessus tout, j'ai sacrifié toute ma vie pour elle. J'ai travaillé en double équipe à l'usine Renault pour payer son université privée coûteuse, j'ai vendu ma voiture bien-aimée pour son premier appartement, j'ai renoncé à une nouvelle vie après la mort de Sylvie. Je sais, monsieur Dubois. Je le vois dans vos yeux, je l'entends dans votre voix brisée. Mais parfois les gens ne sont pas ce que nous espérons qu'ils soient. Parfois ceux que nous aimons le plus nous déçoivent. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé désespérément de traiter ce que j'avais entendu. Camille, ma petite bien-aimée, la fille pour qui j'avais travaillé en double équipe pour payer ses études coûteuses à l'université privée de Lyon, pour qui j'avais vendu ma voiture soigneusement restaurée pour acheter son premier appartement dans la prestigieuse presqu'île, pour qui j'avais renoncé à commencer une nouvelle vie après la mort de Sylvie parce qu'elle disait toujours qu'elle avait besoin de son papa et ne pouvait voir aucun autre homme à la place de maman. Les autres filles, demandai-je d'une voix à peine audible, bien que je craignisse déjà la réponse. Nous avons aussi essayé de les appeler. Les numéros étaient enregistrés dans votre téléphone sous Claudine Paris et Françoise Londres. Et qu'ont-elles dit? Claudine a dit qu'elle ne pouvait pas quitter Paris pour des raisons professionnelles. Elle a dit qu'elle avait un procès extrêmement important le lendemain devant le tribunal de grande instance et qu'elle ne pouvait absolument pas le reporter, car des millions étaient en jeu. Elle a demandé si elle pouvait envoyer un bouquet de fleurs coûteux à la place. Des fleurs, répétai-je avec une ironie amère dans la voix. Françoise a dit de Londres qu'elle était trop loin et ne pouvait de toute façon rien faire de pratique. Elle a dit que si c'était vraiment grave et que vous mouriez, nous l'appellerions à temps pour l'enterrement. 3 filles.
3 refus froids et sans cœur. 3 coups de poignard au cœur qui faisaient plus mal que l'infarctus physique lui-même. 3 vies à la naissance, à la croissance et à la formation desquelles j'avais contribué chaque jour de mon existence, et qui me tournaient maintenant le dos dans le moment le plus sombre et le plus solitaire de mon existence. Le 5e jour, pendant que j'étais allongé dans le lit et que j'essayais de ne pas penser au vide douloureux que je ressentais dans la poitrine, un vide émotionnel qui n'avait rien à voir avec le cœur physiquement malade, j'ai entendu mon téléphone sonner. C'était Camille. « Papa », dit-elle d'une voix artificiellement joyeuse, comme si rien ne s'était passé, comme si 5 jours atroces ne s'étaient pas écoulés depuis mon infarctus potentiellement mortel, comme si elle ne m'avait pas abandonné froidement dans le moment le plus sombre et le plus solitaire de ma vie. « Comment vas-tu? »« Comment je vais » répétai-je incrédule, ma voix tremblant d'émotion réprimée. « Camille, j'ai été 5 jours à l'hôpital. J'ai fait un infarctus grave et potentiellement mortel. J'aurais pu mourir. Oui, je sais. Je suis vraiment désolé, mais j'étais extrêmement occupé. Tu sais comme le travail est stressant, j'avais cette présentation super importante pour le gros client de Marseille, et puis il y avait la réunion décisive avec les fournisseurs internationaux, et mon chef qui me harcelait constamment et menaçait. Occupé, répétai-je lentement, sentant une colère froide monter en moi comme de la lave dans un volcan. Ton père était en train de mourir et tu étais occupé avec une présentation d'affaires. Allez papa, ne sois pas si dramatique et n'exagère pas. Tu vas bien maintenant, non? Les médecins ont dit que tu étais hors de danger. Tout est bien qui finit bien, comme on dit. Camille, je ne savais pas si je me réveillerais jamais. Les médecins ne savaient pas si je survivrais aux prochaines heures. Et tu n'es pas venu. Mais je suis là maintenant, au téléphone avec toi. J'appelle, non? Cela montre que je me soucie de toi. Écoute, j'appelle en fait parce que j'ai besoin d'un service important. Un service. Après 5 jours de silence glacial, après m'avoir abandonné sans cœur dans le moment le plus sombre de ma vie, après avoir dit au médecin de n'appeler que si je mourais, elle voulait un service. Le sang se figea littéralement dans mes veines. Quel genre de service, demandai-je d'une voix dangereusement calme, bien que je sache déjà que je ne le lui rendrai pas, quoi que ce soit. J'ai vu un appartement absolument fantastique dans la presqu'île. Il est parfait pour moi, il a 2 grandes chambres, une terrasse ensoleillée avec vue sur les vieux arbres, il est dans un bel immeuble haussmannien rénové avec un ascenseur moderne et un service de conciergerie 24h/24. Mais il coûte un peu plus que ce que je peux me permettre actuellement. Aurais-tu 50 000 € que tu pourrais me prêter? Je te les rendrai dès que je pourrai, je te le promets. Peut-être dans 2 ans, 3 au maximum. 50 000 €. Mes économies péniblement épargnées de toute une vie de travail. L'argent que j'avais mis de côté centime par centime pendant 50 ans, travaillant même les week-ends et les jours fériés, renonçant aux vacances, aux sorties au restaurant, aux vêtements neufs, à tout ce qui rend la vie agréable et digne d'être vécue. L'argent que j'avais soigneusement conservé pour les urgences médicales, pour un âge digne, pour les dépenses imprévues, pour laisser quelque chose de substantiel à mes filles quand je ne serai plus là. Camille, dis-je d'une voix dangereusement calme, bien qu'une tempête dévastatrice de colère, de déception et de douleur fasse rage en moi, quand les médecins t'ont appelé pour dire que j'avais fait un infarctus potentiellement mortel, qu'as-tu répondu exactement? Papa, de quoi parles-tu encore? Pourquoi reviens-tu toujours sur ce sujet désagréable? C'est du passé. Réponds à la question. Maintenant. Il y eut une longue pause significative. Je pouvais entendre le bruit de la circulation en arrière-plan. Elle était probablement en voiture, peut-être en route pour voir cet appartement luxueux qu'elle voulait acheter avec mon argent durement gagné. J'ai dit que j'étais occupé. Mais papa, je suis content pour elle, ai-je dit. J'étais occupé ce jour-là. 2 ans plus tard, Camille a eu un enfant. Encore une fois, je l'ai appris par d'autres. Pas d'appel, pas de message. C'était comme si je n'existais pas. Et vous savez quoi? J'allais bien avec ça. 3 ans après mon infarctus, Claudine a appelé. Elle pleurait. Son mari l'avait quittée, elle avait besoin d'argent. Papa, pourrais-tu m'aider? J'ai besoin de 100 000 €.
Claudine, dis-je calmement, quand j'étais en train de mourir, qu'as-tu dit? Papa, c'est du passé. Tu as dit que tu ne pouvais pas quitter Paris à cause d'un procès important. Mais papa, c'était différent. Non, Claudine. C'était exactement la même chose. Tu avais priorité, j'avais mon urgence. Papa, s'il te plaît. Je suis occupé, Claudine. Très occupé. Et j'ai raccroché. Aujourd'hui, j'ai 75 ans. Je vis seul, mais je ne suis pas solitaire. J'ai des amis qui m'appellent chaque jour, pas seulement quand ils ont besoin de quelque chose. J'ai une vie pleine de voyages, de bénévolat et de petites joies. Mes filles? Camille ne donne jamais de nouvelles. Claudine n'appelle que quand elle a besoin d'argent. Françoise envoie une carte de Noël. Et vous savez quoi? Je vais bien avec ça. Car j'ai appris, on ne peut forcer personne à nous aimer. On peut seulement choisir de ne pas gaspiller son amour avec ceux qui ne le méritent pas. J'ai appris que « je suis occupé » peut parfois être la réponse la plus honnête qu'on puisse donner. J'ai appris qu'il faut parfois perdre sa fausse famille pour trouver la vraie. Et j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour vivre pour soi-même. Ce matin-là à l'hôpital, quand l'infirmière m'a dit que ma fille ne viendrait pas, j'ai pensé que c'était la fin du monde. Au lieu de cela, c'était le début de ma vie. Car parfois, on ne trouve la force de se relever qu'en touchant le fond. Et parfois, la meilleure vengeance contre ceux qui nous ont abandonnés, c'est simplement d'être heureux, sans eux. Si cette histoire vous a touché, laissez un like et racontez-nous dans les commentaires, avez-vous déjà vécu un abandon similaire? Comment avez-vous trouvé la force de continuer? Vos mots pourraient aider quelqu'un qui traverse la même épreuve. Abonnez-vous à la chaîne pour d'autres histoires de courage, de dignité et de renaissance qui changent la vie.